toutes et bienvenue encore une fois sur notre plateforme hebdomadaire. La plateforme, c'est facile, voilà comment ça marche. J'ai le plaisir ce soir avec mon co-animateur Saminaz Belaïneh d'accueillir avec nous Dorcas Manou, donc, qui est DRH dans le groupe de la Banque mondiale, Rekia Mohamedou, qui est DRH à la Commission de l'Union africaine, et Jacques-Emar Nangoudou, qui est responsable aussi des ressources humaines dans une organisation internationale. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, on dit souvent que c'est extrêmement difficile de rentrer dans les organisations internationales. Les gens se demandent s'il faut avoir des pistons, s'il faut avoir des relations, quelles sont les conditions qu'il faut remplir, quel genre de profil il faut avoir avant de pouvoir rejoindre une organisation internationale. Eh bien, ce soir, nous allons en parler donc ouvertement avec ces trois professionnels qui sont donc Dorcas, Rekia et Jacques-Emar, qui travaillent tous dans de très grosses organisations internationales, mondialement reconnues pour leur sérieux, pour leur professionnalisme aussi. Donc, nos professionnels vont répondre à vos questions. Mais avant donc de passer dans le vif du sujet, j'aimerais leur demander de se présenter. Dorcas est de la Côte d'Ivoire, elle est basée en ce moment à Washington, D.C., d'où elle appelle. Elle est détentrice d'un MBA. Elle a tour à tour travaillé dans le secteur privé, puis ensuite dans les organisations internationales. Elle va se présenter. Bonsoir, Dorcas. Bonsoir, Amine. Bonsoir à tous les internautes. Tu veux bien te présenter rapidement pour nos internautes? Oui, bien sûr. Donc, je suis Dorcas Manou Assoko. Je suis coach professionnel dans le domaine donc, du leadership et du développement des ressources humaines. J'ai un MBA, j'ai une certification professionnelle en ressources humaines. Je suis également en train d'étudier pour un doctorat donc dans le domaine du développement. Je suis à la Banque mondiale depuis à peu près 8 ans et avant ça, j'ai travaillé dans des multinationales en Angleterre et en Côte d'Ivoire et j'ai dirigé un cabinet de coaching et de ressources humaines pendant à peu près 4 ans qui était basé donc dans des pays francophones en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc, je suis ivoirienne et fière de l'être, africaine et très fière de l'être. Et donc, c'est avec plaisir, Amine, que je suis ici aujourd'hui pour partager un peu notre expérience, peut-être dans les organisations internationales, mais aussi pour encourager un peu tout le monde à savoir se préparer pour intégrer une organisation internationale. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, Dorcas. Rekia, bonsoir. Bonsoir, Amine. Bonsoir, Amine, et merci vraiment de me donner... Rapidement, avant que Rekia ne se présente, donc Rekia elle est détentrice d'un diplôme de maths physique. Ensuite, elle a un diplôme d'ingénieur, donc obtenu au Canada. Rekia a travaillé depuis plusieurs années dans les organisations internationales, d'abord à l'Union européenne, je crois, puis depuis une quinzaine d'années à la Commission de l'Union africaine. Donc, bonsoir, Rekia, tu veux bien te présenter pour nos internautes? Merci, Amine. Bonsoir et merci vraiment de me donner cette opportunité d'intervenir sur cette plateforme. Et merci également d'avoir eu cette initiative qui permet aux jeunes de comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne leur carrière. Et comme tu l'as dit, je m'appelle Rekia Mahamoudou Tijani. Je suis actuellement directrice par intérim de l'administration et de la gestion des ressources humaines. Mais je suis chef de division en charge de la gestion d'information. Donc, je suis ma formation de base, je suis ingénieur informaticien, c'est vrai. J'ai commencé par les maths physiques et j'ai eu un diplôme de l'École polytechnique de Montréal où j'ai eu le diplôme d'ingénieur et j'ai joint l'Union africaine en tant qu'informaticien. Et donc, avec le temps, j'ai fait un MBA. Et aujourd'hui, je suis en charge des ressources humaines et je suis très contente vraiment d'intervenir sur cette plateforme. Merci, Amine. Merci beaucoup, Rekia. Bonsoir, Jacques. Jacques est donc juriste de formation. Il est de nationalité tchadienne. Il a travaillé donc dans plusieurs entreprises et puis plusieurs organisations internationales. Jacques, tu veux te présenter à nos internautes? Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir les organisateurs. Je m'appelle donc Jacques-Emar Nangoudou. Je viens du Tchad. Je suis juriste de formation. J'ai travaillé environ 3 ans dans le secteur privé et puis tout le reste d'environ
entre 12 et 15 ans au sein des Nations Unies dans trois différentes agences, dont le PAM d'abord, le département de maintien de la paix, et puis ensuite, maintenant, à l'UNICEF. Je suis à Dakar, au bureau régional, qui couvre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Voilà, brièvement. Merci beaucoup. Ok, je suis très heureux de pouvoir vous joindre à vous. Ouais, merci. Merci beaucoup, Jacques. Saminas, Sekohos, would you like to introduce yourself? Okay, thank you so much, Mr. Amin, for creating such a great initiative. My name is Saminas Belaina from Addis Ababa, Ethiopia. I'll be host, and I'll collect the English questions and deliver to you so that you can answer and address the English-speaking audience. Thank you so much. Thank you, Saminas. Chers amis, nous avons légèrement modifié donc le format de notre émission pour la faire désormais en français et en anglais, parce qu'on a beaucoup de téléspectateurs qui ne parlent qu'anglais, qui nous ont fait le reproche de ne pas leur donner aussi la possibilité de profiter de nos experts, des professionnels que nous invitons. Donc, nous allons passer directement à la question qui nous intéresse ce soir. Comment fait-on pour se faire recruter par une organisation internationale ou par une entreprise multinationale? Nous allons donc commencer directement par Dorcas, qui travaille à la Banque mondiale. Dorcas, tu as travaillé dans une grosse multinationale, puis tu es parti créer ta propre entreprise de coaching, et puis ensuite tu es maintenant à la Banque mondiale, donc une des institutions les plus prisées au monde. Première question, comment fait-on pour entrer à la Banque mondiale? De quel genre de profil la banque a besoin? Quels sont les profils les plus recherchés? Est-ce qu'il y a des contraintes de nationalité? Est-ce qu'il y a des contraintes de langue? Est-ce qu'il y a des contraintes de résidence? Est-ce qu'il y a même des contraintes de type de formation? Si tu veux bien éclairer, en fait, éclaircir ces questions-là pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Amine, pour la question. Et je pense que c'est la question la plus importante de notre émission. Je voudrais d'abord commencer par dire tout de go, avant même de parler de comment intégrer la Banque mondiale. Je voudrais d'abord commencer par dire qu'il faudrait d'abord se débarrasser de tout mythe qu'il faut connaître quelqu'un pour entrer dans une organisation internationale. Je voudrais d'abord parler de ça. Ça, c'est important. Je suis rentrée dans cette structure il y a à peu près 8 ans sans connaître quelqu'un, mais même au cours de ma carrière, de mes 20 années d'expérience dans les ressources humaines, il n'a jamais été question de relations. C'est sûr que les relations sont importantes dans tous les domaines de la vie et peuvent aider, mais on n'a pas besoin de connaître quelqu'un ou d'avoir une relation. Donc, pour répondre peut-être plus particulièrement à ta question, je pense que la première chose qu'il faut garder en tête, c'est que si vous voulez travailler dans une organisation internationale, il faudrait savoir et avoir le profil du genre d'activité que cette organisation internationale fait. Donc, pour être plus précise en parlant de la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale est une structure qui travaille dans le secteur du développement. On a donc des structures comme la SFI qui travaille avec le secteur privé, toujours avec un objectif de développement, et donc la Banque mondiale en elle-même. Donc, tous les domaines d'activité relatifs au développement, depuis donc tout ce qui est développement humain, la santé, l'éducation, la protection sociale, en passant par les secteurs d'activité économique et financiers, en passant par la passation de marché, en passant par les secteurs de l'infrastructure, etc. Si vous avez un profil en éducation, dans votre système d'éducation ou alors votre expérience, vous êtes préparé pour entrer dans une structure comme la Banque mondiale. Alors, en termes... Oui, vas-y. Une clarification. Tu viens de citer des profils, ce sont des spécialités. Mais quel est le diplôme minimum requis pour entrer à la Banque mondiale? Est-ce que je peux rentrer à la Banque mondiale avec un BEPC? D'accord, c'est une très bonne question. Alors, il y a différents niveaux, comme dans toute structure, il y a différents niveaux. On ne peut pas rentrer, bien sûr, avec un BEPC. J'aurais bien voulu, Amine, mais ce n'est pas le cas. Non, mais le diplôme minimum, je pense qu'il faudrait que vous vous assuriez d'avoir au moins un bac plus 3. Mais je dirais même un bac plus 4. Parce que vous voyez, l'élément le plus important, c'est que ces organisations sont hyper compétitives. À la Banque mondiale, je vous donne un exemple très simple. Quand on lance un poste je dirais même de cadre débutant, ou alors je dirais même d'assistante, on a à peu près, en fonction du secteur, entre 2000 et 5000 candidatures. Donc, vous voyez déjà que même si le critère minimum pour entrer est un bac plus 2, normalement pour être assistante, si vous avez 5000 personnes qui ont postulé et qui ont tous un bac plus 4,
qui ont tous une expérience de qualité dans plusieurs entreprises et organisations, vous voyez que la compétition va renforcer en fait les critères requis. Donc, moi, je conseille à tout le monde de faire d'abord de bien se préparer à travers les études, d'avoir un bac plus 4, une maîtrise ou un master. Je conseille d'avoir une langue en plus de sa langue maternelle officielle et une langue donc qui est parlée dans cette institution parce que ce sont des éléments qui vous permettent de vous distinguer dans une masse de candidats à un poste précis. Donc, il faut aussi également avoir une expérience qui soit de qualité. De qualité, ça veut dire que les rôles que vous avez occupés soient des rôles qui s'apparentent aux rôles que vous recherchez dans ces organisations internationales. Donc, tout est question de comment est-ce que vous vous préparez pour vous distinguer. Et donc, moi, j'insiste beaucoup sur la préparation. Souvent, notre jeunesse ne se prépare pas. On se dit, ah, on veut entrer dans une organisation internationale, mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait les études qu'il faut? Voilà, donc je ne sais pas si je peux parler là. En parlant des études qu'il faut, et ça me permettra donc de rebondir directement sur Rekia, si je fais une licence d'histoire, est-ce que je peux avoir la chance, par exemple, d'aller à la Banque mondiale ou d'aller à l'Union africaine? Rekia, si tu veux bien nous parler donc du genre de profil que l'Union africaine recherche, ensuite le genre de formation qu'il faut et puis le processus en fait d'embauche. Et la même question que celle que j'ai posée à Dorcas, si je viens avec un BPC, est-ce que je peux rentrer à l'UA? Rekia, à toi. Merci Amine. L'Union africaine, c'est une organisation internationale et continentale composée de 55 pays africains. Donc, tout d'abord, le type de profil que cette organisation cherche, d'abord, il faut être africain. Je pense que c'est la première des choses, il faut être africain. Et, parce que c'est une organisation continentale. Et donc, le premier critère, il faut être africain. Maintenant, en ce qui concerne le type de profil recherché par l'organisation, je pense qu'il est important tout d'abord de comprendre qu'est-ce que fait l'Union africaine. L'Union africaine, aujourd'hui, elle a un rôle de développer des politiques et de jouer des politiques continentales et de jouer un rôle stratégique dans le suivi et évaluation de certains programmes continentaux et puis des programmes phares. Donc aujourd'hui, si vous avez un bachelor ou une licence en histoire, c'est possible que vous travaillez à l'Union africaine parce que avec l'histoire, vous pouvez rentrer peut-être parce qu'il y a plusieurs catégories de cadres à l'Union africaine ou de profils. Vous avez les politiciens, vous avez les professionnels, vous avez les services généraux. Donc, en tant qu'historien et politicien, vous pouvez bien travailler à l'Union africaine. Ça, c'est un cas. Mais en tant que professionnel, vous avez besoin d'un minimum, un diplôme universitaire pour travailler, mais avec votre BPC, peut-être vous pouvez être dans les services généraux, peut-être vous pouvez avoir un petit travail de chauffeur dans l'organisation. Donc, tout dépend du profil et de la complexité du travail que vous allez faire. D'accord, merci beaucoup Rekia. Donc, tout dépend du profil et de la complexité du travail. Mais ce que nous retenons, c'est que le niveau de formation requis à l'Union africaine commence depuis le BEPC, puisqu'on peut être chauffeur, en passant par le bac, en allant jusqu'au doctorat. Tous les profils sont recherchés, un peu comme à la Banque mondiale. On peut très bien avoir un diplôme d'histoire et être très bien retenu pour faire acte de candidature à l'Union africaine. Et finalement, j'ai bien retenu aussi que l'Union africaine étant une organisation continentale avec 55 États membres, il faut être ressortissant d'un des 55 États membres avant de pouvoir postuler. Passons à Jacques. Jacques Aymar, donc je pense que tu nous as dit que tu travailles à l'UNICEF, c'est ça? Ou dans une organisation internationale du système des Nations Unies. C'est quoi les profils recherchés là-bas et c'est quoi la procédure? Nous allons revenir sur cette question des procédures tout à l'heure parce que nos deux premiers intervenants n'ont pas très bien décrit, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut postuler, ensuite, comment il faut se préparer pour les interviews.
Nous allons revenir sur ça. Maintenant, passons d'abord à Jacques Aymar. Jacques Aymar, à toi la parole. Bien, je ne veux pas mentionner spécifiquement et longuement ce que les autres intervenants ont déjà dit. Sachez que j'endosse entièrement ce qu'ils ont dit sur les principes. Pour ce qui est de la particularité, il faut savoir que actuellement, les profils recherchés sont très variés parce que nous faisons un travail qui est très diversifié. Il n'y a pas de façon d'office, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a tel genre de diplôme ne peut pas avoir accès, par exemple, aux Nations Unies à l'UNICEF. Ça, c'est faux. La deuxième chose, c'est que, brièvement aussi, l'affaire d'avoir un piston pour y rentrer, ça, c'est un mythe total et complet qui paralyse et empoisonne et paralyse beaucoup de personnes. Il faudra oublier ça tout de suite. Je n'ai jamais eu ça. Je suis au sein des Nations Unies depuis 2004. Je n'ai jamais été pisté par personne jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment laisser ça de côté et j'insiste dessus. Maintenant, lorsque vous avez un diplôme, vous savez que nous recherchons, nous avons des catégories d'employés pour lesquels d'emplois pour lesquels nous recrutons. Il y avait les services généraux. Comme Rekia l'a dit, ça dépend de à quel niveau vous entrez comme chauffeur, vous n'avez pas besoin de maîtrise. Si vous entrez comme chauffeur, vous n'avez pas forcément besoin de master, ainsi de suite. Il y a les catégories services généraux, il y a les catégories professionnelles, il y a les volontaires, il y a les jeunes professionnels, qui est un programme lié avec les gouvernements des différents pays. Donc, il y a une variété de choses. Maintenant, ça dépend de la complexité, comme Rekia l'a dit, et qu'est-ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on recherche en général? C'est écrit sur le site de tous ceux qui recrutent. On va entrer dans les procédures après pour dire aux gens comment il faut regarder les avis et postuler. Ça, c'est autre chose, on va revenir dessus. Mais d'emblée, il faut savoir que les Nations Unies sont une organisation mondiale. La compétition est intense. Très, très intense. Donc, à un certain niveau, pour pouvoir permettre un filtrage plus facile, on peut relever le niveau. On peut décider que, au lieu de laisser un truc à un niveau bac ou à un niveau BTS, on va se retrouver avec 10 000 candidatures. Il va falloir regarder tout ça. On va finir ce recrutement dans 1 an. Donc, pour pouvoir faciliter les choses, on peut relever le niveau, soit à une licence, soit à une maîtrise, et ainsi de suite. Mais de façon d'office, personne n'est exclu de rien du tout. Il faut oublier ça. Maintenant, lorsque... Oui. Vas-y. Oui, vas-y, Amine. Oui, si non, j'ai vas-y. Ce que tu dis, Jacques, ce que Dorcas aussi dit et Rekia, il n'y a pas, disons que du moins pour les Nations Unies et la Commission de l'Union africaine, le prérequis, un diplôme, c'est important, ou un certificat. Après, pour des postes importants, puisque les niveaux de formation varient en fonction donc, du niveau de complexité du poste. Donc, il faut. En revanche, vous avez tous les trois dit quelque chose d'extrêmement important. À chaque fois qu'il y a une publication pour un poste, il y a des milliers de candidats. Donc, si on veut une assistante administrative, par exemple à la Banque mondiale, Dorcas disait qu'on va recevoir probablement 5 000 candidats, voire plus, puisque c'est une organisation mondiale. Et les Nations Unies, c'est pareil. Hein, il faut, pour n'importe quel poste, il y a entre 5 et 10 000 candidats. Pareil pour la Commission de l'Union africaine et les autres organes de l'Union africaine, je suppose. Alors, dans ce contexte, hein, quel conseil vous pourrez donner à ceux qui nous écoutent ce soir, qui nous regardent, qui vous regardent et qui aimeraient bien se porter candidat? Quel est le conseil? Disons 2-3 conseils hein, très spécifiques qui pourront leur permettre de faire la différence sur leur CV d'abord et d'être présélectionnés parce que c'est extrêmement important. Tous les trois, vous avez dit, il n'y a pas de piston. Donc, c'est le mérite et la qualité du CV qui fera ensuite que vous puissiez être présélectionné ou pas pour aller à la phase d'interview. Dorcas, quels sont les 3 conseils que tu donneras aux internautes? Merci, Amine. Écoute, je pense que les conseils, c'est vraiment, encore une fois, des conseils pour se distinguer. Si je veux parler, par exemple, d'avoir un poste, par exemple, dans tout ce qui est organisation pays, donc dans certains pays de l'Afrique, il faudrait, dans un premier temps, pouvoir s'assurer du diplôme qu'on a. Que vous postulez pour un poste de chauffeur ou pour un poste d'assistante ou pour un poste de professionnel, il faudrait vous assurer d'avoir un diplôme qui soit de qualité. Quand je dis de qualité, c'est aussi bien l'institution, l'école que vous avez faite ou l'université que vous avez faite au pays, qui soit une bonne université,
mais également aussi que vous ayez pris le temps de faire un diplôme de bout en bout, parce qu'on a beaucoup de candidats qui viennent se présenter et qui n'ont pas parachevé leur diplôme. Donc ça, c'est la première chose. J'insiste sur la qualité des études parce que dans un domaine compétitif, c'est très important. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est un peu tout ce qui est document d'approche, que ce soit le CV, que ce soit les lettres de motivation, parce que vous imaginez que si on poste un poste de chauffeur, d'assistant, ou etc., avec 500 candidatures, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait des choses qui distinguent. Donc, celui qui a fait une bonne lettre de motivation ou celle qui a fait une bonne lettre et qui a pu dans cette lettre résumer ce qu'elle a fait, qui est important pour le rôle pour lequel elle postule, va effectivement avoir… Dorcas, une question très importante ici. Tu as dit lettre de motivation et tu suggères, si j'ai bien compris, que la lettre de motivation puisse résumer ce que le candidat a fait. C'est bien ça? C'est pas le genre… Exactement. Je veux travailler pour l'humanité. Non, c'est d'abord résumer ce que vous avez fait. Exactement. Ça, c'est très important. Parce que si on doit recruter quelqu'un, je prends un exemple dans un pays de la Banque mondiale, au Congo ou au Cameroun, et qu'on recrute une assistante, on va chercher quels sont les candidats qui ont eu des expériences d'assistante par le passé ou d'assistant. Donc, il faut que vous résumiez cela dans la lettre. La lettre, ce n'est pas un blabla. C'est bien d'écrire des beaux mots, mais il faut que ce soit concret et que cette lettre-là résume tout ce que vous avez fait comme expérience qui vous positionne. Et ça, c'est important. Et moi, quand je regarde un peu le passé, que je regarde les dossiers de candidature, c'est impressionnant comment les lettres de motivation ne sont pas pertinentes. Et ça, c'est important. Donc, je veux insister dessus, sur le CV et la lettre de motivation, sur le type d'études que vous avez fait. Et aussi, je pense qu'il y a un élément qui est crucial, qui est qu'est-ce que vous avez en plus? Et quand je dis qu'est-ce que vous avez en plus, je peux parler par exemple de la langue. Si vous êtes francophone, il faudrait que vous ayez une langue supplémentaire. Si vous êtes anglophone, ce serait bien d'avoir une langue supplémentaire parce que ça vous donne un plus. Et donc, quand vous postulez, vous avez ce plus-là. Et c'est un exemple. L'autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que, je ne sais pas si mes collègues en parleront, hein, mais je crois qu'il y a un élément qui est important aussi quand on recrute un profil, c'est que si la Banque mondiale recrute des personnes qui ont fait les Nations unies, qui ont fait l'Union africaine ou des organisations similaires, sont aussi des profils qui sont attirants pour la Banque mondiale. Parce que si vous avez fait une organisation similaire, ça montre aussi que vous pouvez être préparé à travailler à la Banque mondiale. Donc, je voudrais aussi encourager la jeunesse à pouvoir faire des stages, même si c'est des emplois qui ne sont pas forcément rémunérés, à pouvoir faire des postes de consultance. Parce que si vous faites de la consultance aux Nations Unies et qu'il y a un poste qui s'ouvre à la Banque mondiale, vous pouvez être prêt. Donc, ne rejetez pas des postes qui peuvent vous paraître peut-être pas très bien payés, qui peuvent vous paraître ne pas être permanents parce que vous cherchez la permanence. Mais si vous avez ça sur votre CV, ça peut être un atout important pour être recruté dans une organisation internationale. Donc, ayez ces éléments qui vous distinguent. Et j'insiste sur l'expérience. Donc, voilà les 3 conseils de Dorcas, hein. Donc, au niveau de la Banque mondiale. J'imagine qu'au niveau de l'Union africaine, ça doit être plus ou moins similaire ou il y a quelque chose de plus. Rekia, Dorcas a dit tout à l'heure que, dans ses derniers propos-là, avoir une expérience similaire, c'est quelque chose d'important. Il va falloir quand même le mentionner dans le CV. Mais là, je vois, par exemple, dans les questions des internautes, et si on n'a jamais eu cette chance d'avoir cette expérience, même un stage, mais on veut quand même travailler pour la Banque mondiale ou bien plus spécifiquement pour l'Union africaine, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Rekia, quels sont les conseils que tu donnerais à ces jeunes, à ces internautes qui nous écoutent, toi qui es donc directrice de l'administration et des ressources humaines à la Commission de l'Union africaine? Quels sont tes 3 conseils? Rekia? On a en mute. Et Rekia est en mute. Tu veux en mute? Oui, Amine, merci beaucoup. Donc, je disais que Dorcas a déjà dit beaucoup de choses, mais je vais revenir sur quelque chose. D'abord, la qualification. Et très souvent, quand on publie un poste, il y a les termes de référence du poste. Et très souvent, les candidats ne présentent pas leur CV en fonction des termes de référence. Donc, ça, c'est très important. C'est-à-dire, l'important, ce n'est pas ce que tu es en train de faire actuellement, c'est les exigences du poste. Les exigences du poste doivent apparaître dans ton application. Si on vous demande d'être un expert en réseau informatique, il faut que vous montrez dans votre CV que vous avez cette qualification et que vous le... Il y a aussi un autre aspect, si vous parlez plus d'une langue aujourd'hui,
Et c'est certainement un avantage si vous parlez, parce que pour chaque langue, il y a peut-être un point de plus que vous obtenez. Donc, la langue, c'est quelque chose dans ces organisations internationales. Travailler dans des organisations similaires, comme l'a dit Dorcas, c'est aussi un avantage. Mais nous, à l'Union africaine, on a des décisions des États membres qui nous ont dit que d'ici 2025, on doit avoir 50% de femmes. Et être femme, aujourd'hui, j'encourage toutes les jeunes femmes à postuler. Être femme, c'est un avantage pour rentrer dans... Ainsi que être jeune, parce qu'on a aussi une décision où d'ici 2025, on doit avoir au moins 35% des jeunes. Donc, la qualification, accorder ce qu'on fait avec son CV avec les termes de référence, c'est important. Et avoir une langue, plus d'une langue, c'est important. Et travailler dans une organisation similaire, c'est important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de la complexité du poste et le nombre d'années d'expérience est aussi important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rekia. Mais avant d'aller chez Jacques Emar, hein, il y a une question d'un de nos téléspectateurs, donc Abakar Tor. Hein, deux questions en fait. Il y a une question qui est adressée directement à Rekia et l'autre question, je pense qu'elle vient à la suite des commentaires de Dorcas. Je commence par la question pour Dorcas, par Abakar Tor. Abakar Tor donc dit, vous parlez seulement de la langue supplémentaire, mais vous ne parlez pas de l'anglais qui semble être la langue la plus privilégiée par les organisations internationales et qui, si on ne le parle pas, semble être un critère d'élimination. Dorcas, tu veux bien clarifier, peut-être apporter quelques éléments de réponse? Si je ne parle pas anglais, est-ce que je peux rêver d'être un employé de la Banque mondiale un jour, à un niveau d'encadrement? D'accord. Alors, je vais donner deux éléments de réponse, oui et non. Le premier, parce que ça dépend du poste dont on est en train de parler. On a une variété de postes. Il y a beaucoup de postes, par exemple, qui sont dans des bureaux pays, des postes de chauffeurs, des postes de logisticiens, etc., qui ne demandent pas forcément que vous ayez la langue comme l'anglais, pardon, comme deuxième langue absolue. Mais encore une fois, je dirais oui, parce que encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a tellement de candidats qu'il est important de se démarquer. Donc, je vais dire que oui, parler l'anglais est un élément absolument important et fondamental. Et je vais juste rajouter, Amine, un petit élément. Hein. La langue, il faudrait savoir qu'elle peut s'apprendre. Moi, j'ai vu beaucoup de professionnels, et même à tous les niveaux, qui mettent sur leur CV « je parle anglais », quand on les a en entretien, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Donc, je voudrais juste encourager un peu tout le monde. Moi, j'ai appris à parler l'anglais depuis que j'étais en classe de 6e. Et ce que je faisais, c'est que pendant que les professeurs dans un pays francophone utilisaient certains livres d'histoire et de géographie, je m'étais arrangée pour obtenir les mêmes livres, mais en anglais, les petits romans qu'on faisait en lecture suivie, mais en anglais. Et le livre que je me souviens rapidement, c'est celui de La Perle de John Steinbeck. Je ne sais pas si certains l'ont étudié au collège. Et je l'avais en version anglaise. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, en écoutant des émissions radio BBC en anglais. Et ça, sans même avoir étudié dans un domaine privilégié, je vais dire, ou si je peux m'exprimer ainsi, parce que je parlais l'anglais, j'avais déjà beaucoup d'offres de travail dans des organisations internationales ou dans des multinationales ou dans certains pays. Donc, je veux vraiment dire oui, l'anglais est hyper important, il faut vous y mettre si vous voulez, il faut vraiment investir en temps et en énergie pour apprendre l'anglais. Très clairement, donc, l'anglais est, je dirais, obligatoire, pas seulement important. Si vous voulez occuper des postes de responsabilité, des postes avec une très forte valeur ajoutée dans les organisations internationales, donc il va falloir s'y mettre. Avec le français seul ou l'arabe seul, on ne pourra pas y arriver. Donc, je pense qu'on a bien noté. Et merci, donc, Dorcas, d'avoir apporté cette clarification. Il y a une question qui a été posée à Rekia par Hafiz Tidjani Ali. Donc, je vais poser la question à Rekia, mais Rekia répondra à la question après un commentaire de la part de Jacques Emar. Rekia, Hafiz dit qu'il semble que les recrutements à l'UA sont plutôt lents et on peut postuler, on ne reçoit pas forcément de réponse. Je pense que c'est une question subsidiaire, on pourra la traiter tout à l'heure.
quand on aura fini de discuter des conditions et des processus de recrutement. J'aimerais juste signaler. Et puis, il y a un autre internaute, je pense, Steve Abo, qui se demande si l'âge n'est pas un handicap dans la mesure où, si à 35 ans, je n'ai jamais travaillé dans une organisation internationale, est-ce que je peux encore pouvoir postuler alors que je n'ai aucune expérience, quand Dorcas disait tout à l'heure qu'il faut peut-être une expérience préalable dans une autre organisation internationale. Donc, nous allons revenir sur ça, chers internautes. À vos questions. Jacques Aymar, tu veux faire un commentaire? Non, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut que ceux qui nous suivent comprennent que le recrutement, c'est une discipline, c'est de la science en quelque sorte. Et dans le recrutement, nous recherchons en général pas seulement les compétences en tant que telles, mais ce qui est très important aussi, c'est les personnalités, c'est les aptitudes que nous recherchons. Mais ce qu'il y a ici, il faut savoir que la façon dont vous vous prenez pour aborder un avis de vacances de poste traduit un peu ce que vous êtes. Et cela, ça ne ment pas. Lorsque nous étudions vos dossiers, il y a des choses qui ressortent et qui peuvent nous permettre. Je vais repartir au début pour vous dire que lorsque vous avez un diplôme, ce n'est pas une compétence, c'est une aptitude. OK? Donc, ne vous fondez pas trop sur votre diplôme. Il faut avoir un esprit d'entreprise et se préparer à l'avance parce que vouloir travailler quelque part, c'est une entreprise qu'on commence. Il faut construire ces choses-là à partir non seulement du diplôme, mais il faut savoir maximiser, savoir déjà ce que vous voulez. Donc, je reviens un peu à une question qui consiste à savoir qui est-ce que vous êtes. Qui suis-je? Et qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux dans ma vie? Donc, c'est autour de ça qu'on commence à poser des jalons à se construire. Dorcas a parlé tout à l'heure de prendre n'importe quel boulot lorsqu'on n'a pas d'expérience, ainsi de suite. Mais ça a été exactement mon cas. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé pendant longtemps de façon gratuite, mais complètement gratuite. Quand je disais tout à l'heure que j'ai travaillé pour le gouvernement français, l'expérience que j'ai eue là-bas était gratuite. Mais quand je reviens poser sur mon CV que j'ai travaillé pour le gouvernement français, bon, on ne peut pas marcher sur un CV comme ça, on est obligé de regarder, même si on ne me prend pas après. Vous voyez? Donc, il faut se construire. Il faut construire les choses qu'on veut à l'avance et se préparer et élaborer des stratégies pour y arriver. Maintenant, lorsque vous êtes en face d'un avis de vacances de poste, après que vous sachiez exactement qui vous êtes et ce que vous voulez, qu'est-ce que l'organisation recherche et à quelles conditions? Il faut savoir lire ces choses et y répondre point par point pour pouvoir correspondre à ce que les gens cherchent. Et pour que vous ayez la chance d'être considéré au moins dans une des phases qui vont être déroulées. Donc, ensuite, lorsque vous savez qu'est-ce que l'organisation veut et à quelles conditions l'organisation veut, après que vous vous connaissiez aussi, vous avez fait l'étape de vous connaître vous-même a été déjà dépassée. En ce moment, vous saurez exactement comment vous vendre, comment vous pouvez vous empaqueter pour pouvoir vous présenter à l'organisation qui est en train de recruter. En ce moment-là, il va falloir mettre, bien sûr, en lumière ce que vous savez, quelles sont vos aptitudes, quelles sont vos expériences, mais il faut arriver à démontrer que vous pouvez faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est ça ce qu'on appelle se vendre. Et en général, ce que je voudrais conseiller à ceux qui nous écoutent, c'est que les processus de recrutement sont clairement déclinés sur le site Internet des organisations, pour ce qui concerne en tout cas les Nations Unies. On vous dit que comment appliquer. En général, il y a une question qui sort, comment appliquer, comment postuler en français. Il y a des gens qui ne lisent même pas ça et qui ne savent même pas remplir ne serait-ce que le formulaire sur le site Internet des organisations. Quand on imprime un formulaire ou bien quand on ressort le formulaire de quelqu'un sur le site Internet d'une organisation, c'est truffé des choses qu'il aurait dû éviter s'il avait pris le temps de lire cette page qui dit comment postuler. Vous voyez? Donc, c'est tout un ensemble de choses. Donc, je voudrais juste ne pas reprendre ce que les autres disent, mais j'ai dit ces autres choses pour ajouter à ce qu'ils ont déjà dit. Donc, il faut vraiment considérer, aller à un recrutement, c'est une entreprise qu'on construit. Et il faut aller en tant que se construire pour aller gagner. On ne se lève pas un matin pour demander à aller parce qu'on le redit encore, la compétition est intense. Voilà, en un mot. Alors, la compétition est
intense, nous dit Jacques Aymar. Il faut toujours bien se préparer. Avant de poser une prochaine question, j'aimerais répartir chez Rekia afin qu'elle puisse donner quelques clarifications. Et puis Jacques aussi, il y a une question pour toi d'ailleurs. Rekia, peux-tu aider les internautes à comprendre pourquoi les processus de recrutement à l'UA leur semblent lents? Quel est le délai de réponse attendu? Et puis ensuite, Jacques, il y a une question pour toi. Est-ce que tu peux parler en fait du site de recrutement des Nations Unies qui semble relativement difficile hein, d'après un internaute? Rekia. Merci, Amine. C'est vrai que le recrutement à l'Union africaine, le processus est long. Il faut qu'on comprenne que l'Union africaine est avant tout une organisation politique. Donc, à chaque étape, la transparence est très importante. Donc, mais nous manquons aussi, comme tout, on est une organisation africaine, nous manquons souvent de systèmes qui peuvent accélérer le processus de recrutement et en même temps respecter cet aspect politique, cet aspect de quotas, cet aspect, parce que tous ces trucs doivent être, ces critères doivent être vérifiés. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis maintenant 1 an, on a des experts qui sont des experts de recrutement qui ont été déployés, des experts africains, pour nous aider à mettre un système de recrutement efficace et performant et transparent surtout. Donc, bientôt, ce système sera là et avec une nouvelle structure qui va être bientôt mise en œuvre, j'encourage tous les jeunes à aller postuler et à être sûr que maintenant, le système sera un bon système avec un court délai. Alors, merci beaucoup, Rekia. Donc, Jacques, une petite clarification. Oui. Alors, les gens se plaignent de ne pas pouvoir retrouver les liens qu'il faut sur le site Internet. Je reviens encore une fois. Vous n'ouvrez pas le site Internet de quelqu'un, vous voulez travailler pour lui et puis vous commencez à chercher du travail tout court. Non. De façon express, les organisations ont logé beaucoup d'informations dans la première rubrique sur le site Internet qui souvent c'est à propos d'eux. Beaucoup d'informations sont cachées dans ces rubriques-là, à propos d'eux. Si c'est à propos de l'Union africaine, à propos de l'UNICEF, à propos du PAM, à propos de ceci, cela. Il faut commencer par lire ces choses. Ça vous permet, lorsque vous déroulez ces pages-là, de comprendre ce que l'organisation fait. Parce que honnêtement, il y a des gens qui cherchent du boulot dans des organisations qui ne savent même pas et qui s'en fichent complètement de savoir ce que cette organisation fait. Et quand vous partez là, vous partez perdant, sincèrement. Le premier pas est mal posé. Il faut entrer par la bonne porte, connaître qu'est-ce que cette organisation fait, quels sont ses intérêts, qu'est-ce qu'elle recherche, comme on a dit tout à l'heure. Et vous allez voir que là-dedans, ils vont vous guider doucement, doucement, après qu'ils se soient présentés à vous, après qu'ils se soient fait connaître à vous dans ce laps de temps de votre lecture. Ils vont vous dire, si vous êtes intéressé, voici comment vous devez faire. Et vous allez juste suivre des étapes. En général, ce sont des liens. Vous cliquez, vous passez à l'autre, vous cliquez, vous passez à l'autre, et vous allez découvrir les choses. Beaucoup de gens ne font pas cet exercice-là. Ils ouvrent une page d'une organisation, ils veulent qu'à la première page, ça soit apparu vacances de poste. Donc, ça ne peut pas être comme ça. Ce qui intéresse les gens sur les sites Internet, ce n'est pas d'annoncer les vacances de poste. Il est d'abord question du travail. Les vacances de poste sont là pour chercher des gens pour venir travailler. Donc, le premier but, c'est un travail qui est fait. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir un site Internet et voir tout de suite que les avis de vacances de poste, c'est des choses qui sont cachées. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que c'est une première étape de la compétition. Savoir chercher, savoir comprendre et savoir y répondre. C'est un premier tri déjà qui s'effectue à ce niveau. Donc, il faut que vous soyez capable de savoir chercher sur Internet. Et comme je l'ai dit, commencez par le bon bout.
Voilà, je ne sais pas s'il y aura une autre question de suivi ou bien si les autres... Il y a Dorcas qui aimerait ajouter quelque chose à la suite de Jacques. Dorcas? Merci, Amine. Je voulais juste rajouter quelque chose, mais assez rapidement, juste pour parler un peu de la motivation que les gens ont de rejoindre une organisation internationale. Et si vous voulez, je voudrais aller et dire très clairement, intégrer une organisation internationale n'est pas une fin en soi dans une carrière. Et pourquoi je le dis? Je pense qu'il est important que vous vous demandiez pourquoi est-ce que je veux intégrer une organisation internationale? Puisque vous pouvez avoir plusieurs objectifs. Si vous avez un objectif parce que vous vous dites, j'ai dans ma tête l'impression que ceux qui travaillent dans les organisations internationales sont mieux payés. Donc, en fait, c'est parce que je veux un salaire important que je veux rentrer dans une organisation internationale. Je le dis parce que selon votre objectif, si c'est de l'argent, si c'est un salaire, ou bien si c'est avoir un impact peut-être dans le secteur du développement, en fonction de votre objectif, vous pouvez avoir plusieurs structures qui ne sont même pas des organisations internationales et qui peuvent vous permettre d'atteindre cet objectif. Et je pense que c'est important de faire une introspection et de vous demander quel est mon intérêt et quel est mon objectif. Et je vous donne un exemple simple. Moi, quand j'ai fini mes études et que j'ai eu ma maîtrise à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, j'avais toujours rêvé d'intégrer une organisation internationale. Donc, j'ai postulé, je pense peut-être 500 fois, aux Nations Unies, à la Banque mondiale. On ne m'a jamais appelé. J'ai eu mon bac avec mention, j'ai eu ma maîtrise avec mention, j'ai eu le British Saving Scholarship, j'avais tout ce qu'il fallait. On ne m'a jamais appelé à un interview. Et je me suis rendu compte à un moment donné que, en fait, c'est peut-être pas l'organisation internationale qui était un objectif, mais je voulais avoir une carrière qui a de l'importance. Donc, ce que vous devez faire, c'est comment vous bâtissez votre profil pour être une denrée ou un candidat qui est prisé par ces organisations ou ces entreprises. Et ça, c'est l'élément le plus important. Donc, j'ai travaillé à bâtir mon expertise. Et à un moment donné, ça a été même plus facile parce que j'ai même pas eu besoin de me fatiguer à aller postuler des milliers de fois. Donc, je voulais juste dire à tous ceux qui nous écoutent, quel est votre objectif réel? Est-ce que c'est vraiment l'organisation internationale, l'UNICEF, l'Union africaine, comme RIKIA ou la Banque mondiale, juste parce que vous voulez avoir le nom sur votre CV? Parce qu'il y a toutes sortes de postes dans ces structures. Ou alors, c'est peut-être le salaire, ou alors c'est peut-être un impact. En fonction de ça, élargissez un peu vos objectifs et concentrez sur comment vous bâtissez votre profil et votre expertise en éducation, en qualification, en expérience pour être prêt lorsqu'une opportunité va se présenter. Donc, je voulais un peu rajouter cet élément, je pense, qui est important pour la jeunesse aujourd'hui. Alors, je vais résumer donc rapidement les 3 dernières interventions. Merci beaucoup, Rekia, Dorcas et Jacques. Très clairement, le profil est important, mais extrêmement important aussi, c'est la clarification de vos objectifs. N'ayez pas honte. Si vous êtes intéressé par une multinationale ou une organisation internationale parce que vous voulez gagner de l'argent, bah, allez-y, dites-le, préparez-vous en conséquence pour ça. Si vous voulez avoir un impact, il faut aussi vous préparer pour ça. Généralement, si j'ai bien compris nos 3 intervenants, c'est le manque de clarification sur ce qu'on fait qui rend la tâche extrêmement difficile aux candidats. Exactement. On veut pas dire ce qu'on veut. On ne veut pas reconnaître qu'on veut aller aux Nations Unies ou à la Banque mondiale ou à l'Union africaine parce qu'on s'est dit que les gens gagnent bien. Surtout Banque mondiale, on entend banque et en plus mondiale. On va gagner beaucoup d'argent là-bas. Donc, c'est tout à fait normal, une grosse banque. Donc, clarifiez vos objectifs, sachez ce que vous voulez. C'est extrêmement important et puis construisez votre profil et votre carrière. J'aimerais passer donc à une autre question, toujours posée par les internautes. Hein. Je pose cette question à Rekia et puis j'aimerais avoir aussi le point de vue de Dorcas et de Jacques. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'expérience ou le diplôme? Demande un de nos internautes. Rekia? Je pense, si je prends la qualification, le diplôme est important parce que c'est en quelque sorte comme la porte d'entrée. C'est ce que j'ai compris en Afrique. Je suis ingénieure en informatique et j'ai compris à un moment, il me fallait faire peut-être un MBA pour qu'on puisse me reconnaître un tout petit peu. C'est-à-dire, même quand on a l'expérience, on veut voir qu'il y a un support académique qui supporte cette expérience. Donc, aujourd'hui, en tant qu'informaticienne, si je me présente en tant qu'informaticienne, c'est plus
important si j'ai un diplôme qui montre en quelque sorte que j'ai une expérience en ressources humaines. Donc, c'est important. Mais quand on regarde, nous, nos critères de sélection, le diplôme représente peut-être le quart des points qu'on donne, le quart des points. Donc, c'est important, peut-être c'est la porte d'entrée, mais vraiment pour être sélectionné, l'expérience est très, très, très importante. Parce Alors, que l'expérience est très importante, Rekia, mais pour un jeune qui n'a pas d'expérience, qui sort d'école, mais qui aimerait quand même venir travailler à la Banque mondiale ou à l'Union africaine, en fait, on revient, parce que les internautes apparemment ne sont pas satisfaits. On n'a pas apporté suffisamment de clarification. Je veux aller chez Jacques. Rekia a dit l'expérience est importante, le diplôme est important, mais la question de cet internaute, en fait, nous permet de revenir pour clarifier. Si je sors d'école, j'ai 24 ans, je n'ai pas d'expérience, je fais des stages, mais je veux quand même arriver à un niveau, disons, cadre débutant. Et je ne veux pas forcément passer à travers le programme des hauts potentiels de la Banque mondiale, qui est extrêmement compétitif, qui prend peut-être une dizaine de génies dans le monde. On est 7 milliards. Jacques. Je voudrais dire que le diplôme soit important ou pas, ça dépend de qu'est-ce qui est en vue. OK? Il y a, en ce qui concerne les Nations Unies, en tout cas, il y a beaucoup d'emplois que les gens occupent sans avoir eu des diplômes qui sont dans ce sens-là nécessairement. Je veux dire, on voit par exemple dans le domaine des ressources humaines des gens qui ont fait l'histoire, qui font la géographie, il y a des gens qui ont fait les langues, il y a des gens qui ont fait le droit, il y a des gens qui ont fait les ressources humaines en tant que telles, il y a des gens qui ont fait les mathématiques, qui ont fait l'informatique, qui s'occupent du data, ainsi de suite. C'est quelque chose de très varié. Comme on a dit tout à l'heure, il est question de se construire. Il est question de se construire sur la base de ce qu'on sait connaître, de construire ce qu'on veut sur la base de ce qu'on sait connaître. Donc, il faut nécessairement que vous compreniez. Maintenant, lorsque le diplôme devient important, les gens ne sont pas si rigides que ça. Mettre sur la balance le diplôme et l'expérience, c'est pas aussi rigide que ça. Parce que des fois, on demandera par exemple que vous ayez un diplôme de base, je veux dire, disons, un diplôme en nutrition. OK? On demande le diplôme en nutrition. Et puis après, on demande une expérience, par exemple, de 5 ans comme nutritionniste quelque part. Or, il se trouve qu'il y a des gens qui ont peut-être un diplôme médical, d'accord, et qui ont eu à développer un peu une espèce d'expérience qui a été tellement étendue que finalement, ça submerge le besoin de diplôme. Donc, c'est une balance, on ne peut pas être scientifiquement carré et dire que c'est oui ou bien c'est non. Il faut que les internautes comprennent ça. Tout est question de ce que l'organisation veut, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez et quelles sont vos aptitudes. Maintenant, alors, certaines choses qui sont très pointues, scientifiquement très pointues, et on a besoin qu'il y ait à l'avance, au préalable, des aptitudes particulières, là c'est différent. Mais dans beaucoup de domaines, ce n'est pas quelque chose qui est bloqué, ce n'est pas écrit sur de la pierre. Donc, c'est des choses que les gens balancent avec. Donc, tout dépend aussi de comment vous présentez vos dossiers et qu'est-ce qu'il y a dans votre dossier. Alors, 2 questions. Maintenant, cette fois-ci, c'est pour Dorcas. Hein. Pareil, parce qu'il y a des internautes qui réagissent. Il y a un internaute donc, qui a repris la question, enfin, les commentaires de Rekia et de Jacques, hein, qui parlent de diplôme et puis de l'expérience, d'ailleurs. Je pense que les deux sont d'égale importance. Et cet internaute, Shérif Blacklisté, je pense de manière extrêmement provocatrice, vous dit les relations aussi sont importantes pour entrer dans les systèmes des Nations Unies ou de la Banque mondiale ou de l'Union africaine. Et pourtant, vous avez dit que les relations ne comptent pas. Tu veux bien clarifier ça là, pour que notre internaute soit satisfait, Dorcas? Et puis ensuite, j'ai 2 ou 3 autres questions. Merci, Amine. Je vais clarifier, mais si tu me permets, juste avant, je voudrais juste rajouter un élément sur l'élément du diplôme et de l'expérience, pas pour répéter ce que Jacques et Marie-Eric ont dit, parce que c'est vrai, les deux sont importants. Mais je voudrais juste dire que, par exemple, à la Banque mondiale, en fonction des métiers que vous voulez, il peut y avoir des critères assez restrictifs pour le diplôme. Je donne un exemple particulier. Si vous voulez travailler, par exemple, en santé, qui est un département que je couvre, on va vous demander d'avoir un master en santé, santé publique ou même un doctorat.
Et ça, c'est des critères quand même qui sont assez restrictifs, je dirais. Voilà, pointus, on va dire pointus. C'est vraiment. Ou alors, si vous voulez travailler en tant que financier, on va vous demander d'avoir l'expertise comptable. Donc, il y a certains métiers où le diplôme est hyper important, est un critère qui peut être même exclusif des fois. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs d'activité où vous n'avez pas, le diplôme n'est peut-être pas aussi important. Comme Rekia disait, c'est une porte d'entrée d'avoir le diplôme, mais moi, je n'ai pas de diplôme en ressources humaines en tant que tel. Ma maîtrise, elle n'est pas en ressources humaines. Par la suite, j'ai eu beaucoup d'expérience en ressources humaines, mais je n'ai pas un diplôme en ressources humaines, mais j'ai été sélectionnée à la Banque mondiale. Donc, je voulais juste dire que ça dépend vraiment. Il y a certains, c'est assez rare, mais de façon générale, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme spécifique. Mais les deux sont importants, aussi bien le diplôme que l'expérience. Je vais répondre à la question de Chérif. Il nous reste 10 minutes pour conclure. D'accord. Alors, Chérif, j'espère que vous m'entendez très bien. Je veux réitérer que avoir une relation n'est pas nécessaire pour entrer à la Banque mondiale. Moi, je vous dis, j'ai travaillé près de 20 ans dans les ressources humaines. Et je travaille à la Banque mondiale depuis 8 ans. Avant ça, j'ai travaillé en multinationale, en Côte d'Ivoire et en Gabon, au Sénégal. Et je vous dis, si je veux avoir une estimation qui n'est peut-être pas très précise, mais je vous dirais que sur 100 recrutements que j'ai eus, peut-être qu'il y a eu un effet relationnel, peut-être dans, je dirais peut-être 5. Et ça, je vous assure. Maintenant, et ça, c'est important. Il faudrait que vous cassiez. Alors, pour ajouter, je veux quand même dire qu'avoir des relations, c'est important. Et qu'est-ce que j'entends par avoir des relations? Des connaissances. Je donne des exemples. À la Banque mondiale, il y a un type de poste qu'on appelle des postes de consultants. Vous pouvez travailler à plein temps, mais ils sont des postes sur 1 an ou 2, qui sont très courts. Pour ce genre de poste, la compétition n'est peut-être pas aussi rude. On n'a pas besoin de faire un processus de recrutement hyper long. Un directeur d'un département, selon ses besoins, peut décider de recruter des consultants et il peut aller directement prendre 2 CV, les regarder avec son équipe et choisir. Donc, pour ce genre de poste qui ne requiert pas un processus long et complexe, effectivement, il peut demander à des personnes, est-ce que vous connaissez des gens? Il peut demander. Donc, il est possible que vous entendiez donc une information, quelqu'un vous connaisse et puisse peut-être vous recommander. C'est vrai. Mais à la Banque mondiale, dans tous les cas de figure, vous allez arriver à un stade où vous allez avoir des interviews et vous allez être choisi sur la base de vos compétences. Donc, même si vous avez une connaissance, ces éléments importants dont on parle, qui sont l'expérience et le diplôme, finiront par jouer. Parce que si vous avez une connaissance et qu'à la fin de la journée, vous n'avez pas le diplôme, vous n'avez pas l'expérience, il vous sera hyper difficile d'intégrer la Banque mondiale. Vous allez peut-être avoir ce poste de consultant 6 mois, 1 an, et vous n'allez pas être renouvelé, vous n'allez pas avoir une offre pour y rester. Donc, dans tous les cas, je pense que Rekia, Jacques et moi insistons sur le fait qu'on doit se construire. Les relations dans tous les domaines de la vie, c'est important. Même quand vous allez à la banque, en agence, retirer de l'argent, si vous connaissez le caissier, il se peut qu'il vous reçoive avant. Donc, là, il ne faudrait pas, par contre, mettre cet élément relationnel comme un élément majeur et exclusif pour entrer dans une organisation internationale. En tout cas, je pense que c'est le cas pour la Banque mondiale et pour beaucoup de structures que j'ai côtoyées. Peut-être que c'est différent, mais vraiment, Amine, j'insiste et je persiste qu'il n'y a pas forcément besoin de relations. Donc, pas besoin de pistons. Je pense qu'il faut que ça soit très clair. En revanche, et j'ai bien compris ce que Dorcas vient de dire, il y a un dicton qui dit « l'argent appelle l'argent ». Donc, les compétences appellent les compétences. L'expérience appelle l'expérience. Si vous avez les compétences, forcément, vous devenez un objet attirant pour une organisation internationale. Maintenant, il faut savoir comment polir ces compétences, comment les présenter. C'est comme quand vous rentrez dans un supermarché ou dans une boutique, il y a des produits qui vous sautent à l'œil, qui sont brillants. Peut-être l'intérieur est ordinaire, mais le packaging est extrêmement important. Et votre CV, la manière dont vous présentez votre CV, c'est ça votre emballage. C'est ça qui va vous rendre attirant ou pas. Si vous présentez votre CV de manière, voilà, un peu je m'en foutiste, bah, ça n'attirera personne. J'ai un ami qui aime dire nous n'avons pas ri pour être là. Enfin, nous ne sommes pas là pour rire parce que nous n'avons pas ri pour être là. Et donc, si vous riez, vous ne pourrez pas arriver au niveau de l'organisation internationale. Parce que ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas ri pour arriver là-bas. J'aime bien ce proverbe, Amine. J'aime beaucoup. Nous ne sommes pas là pour rire.
nous ne sommes pas là pour rire parce que nous n'avons pas ri pour être là. Ouais. Donc, moi, j'aimerais bien vous le répéter. Les gens qui travaillent là-bas et qui recrutent sont arrivés par la compétence. Ils vont donc s'assurer de recruter les gens aussi uniquement par la compétence. Ceci dit, comme l'ont si bien dit les trois, quelqu'un peut vous recommander, mais cette recommandation ne vous fera pas franchir les étapes qui sont obligatoires, qui sont les étapes d'interview, les étapes de test, les étapes de vérification de votre expertise et de vos compétences. Donc, nous allons bientôt conclure. Je vais laisser la parole à mes trois invités, que je remercie d'avoir été aussi ouverts. Je voudrais vraiment remercier Rekia d'avoir apporté des suppléments d'informations à tous les internautes qui sont là, qui nous écoutent, en ce qui concerne l'Union africaine. Pareil pour Jacques sur le système des Nations Unies et pareillement aussi pour Dorcas sur le système de la Banque mondiale. Je vais vous passer la parole pour une dernière fois. Peut-être que vous avez un commentaire, un dernier conseil. Vous avez 1 à 2 minutes pour vous exprimer et puis ensuite, on aura fait le tour de la question. Nous, on ne pourra jamais faire le tour de la question en 1 heure, mais au moins, j'espère qu'on aura pu servir, aider nos internautes. Rekia? Oui, merci Amine. Donc, les conseils que je vais donner aux jeunes aujourd'hui, c'est que l'Union africaine a un programme de jeunes volontaires. C'est encore une autre porte pour rentrer, pour apprendre, pour bâtir sa compétence à travers ce programme. On peut aussi rentrer en tant que stagiaire pour aussi bâtir sa compétence et vraiment avoir une expérience. Donc, les jeunes, il y a toujours, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, on peut l'acquérir à partir de ce type de programme. Et une chose aussi que je voulais ajouter ici, c'est qu'on est en pleine réforme. Et les jeunes, aujourd'hui, c'est la priorité de l'Union africaine. Donc, quand on a ce genre d'expérience en tant que volontaire, ça peut être considéré, même si c'est pour 1 an, ça peut être considéré comme un certain nombre d'années pour l'Union africaine et permettre de rentrer dans l'organisation. C'est ça que je voulais vraiment ajouter. Et j'espère que nous aurons beaucoup de jeunes quand le nouveau système de recrutement sera en place. Merci. Merci beaucoup. Donc, Rekia, très clairement, Rekia vous dit l'Union africaine a un programme de jeunes volontaires qui recrutent, je pense, à plusieurs dizaines, voire une bonne centaine ou plus de jeunes africains chaque année. Les jeunes à l'Union africaine, ce sont ceux qui ont moins de 35 ans, donc ils peuvent rentrer avec une expérience préalable ou sans expérience préalable. Au-delà de ça, si j'ai bien compris aussi, l'Union africaine a d'autres programmes. Hein. Il y a un programme de jeunes experts légaux, jeunes juristes associés. Il y a d'autres programmes, il y a des programmes de stage aussi, donc qui permettent aux jeunes de construire leur expérience, de construire leur profil, de polir en fait ce produit qu'ils aimeraient bien vendre aux organisations internationales. Jacques, le mot de la fin de ton côté? Oui, pendant que j'entends les conférenciers parler, la seule chose qui me vient à l'esprit pour que je puisse dire à ceux qui nous écoutent, c'est une histoire personnelle. C'est que, vous savez, je suis entré dans les Nations Unies sans y avoir rêvé un jour. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis sorti de l'école de droit, de l'université, j'avais mon gros diplôme. Et bon, je me suis retrouvé, il n'y avait rien à faire. À mon époque, hein, on était, si ce n'était pas l'État qui vous recrutait, c'est que vous n'avez rien à faire. Moi, je me suis retrouvé sous les semelles des artistes en train de ramasser leurs câbles quand ils faisaient le concert. Et petit à petit, les petites portes se sont ouvertes en interne. Je suis entré doucement. Et je me suis retrouvé à travailler au sein du gouvernement français dans le département de la coopération. OK? Et gratuitement. Ensuite, lorsque je suis parti de là, après environ 2 ans, j'ai supposé que c'était suffisant. Je n'avais pas à passer ma vie là. Je suis parti. Je suis entré dans un cabinet où on m'a bien siphonné. J'ai fait profil bas. J'ai travaillé gratuitement. Un travail très important dont je ne vous parle pas maintenant parce que ça va diffamer les gens. Un travail très important pour lequel on ne m'a pas payé du tout. Mais j'ai fait profil bas pour que quand je veux partir de là, on me donne un certificat, que j'ai le droit de mettre ça dans mon CV. Et ainsi de suite. Et je me suis construit comme ça tranquillement. J'ai acquis mes compétences, mon expérience tranquillement. Et comme Ami l'a dit tout à l'heure, l'expérience appelle expérience, compétence appelle compétence. Continuez à vous construire de façon vraiment paisible.
Et vous allez voir que les choses vont venir à vous. Moi, je suis resté un jour en train de dormir, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Et j'ai vu un avis de vacances de poste des Nations Unies. On recrutait des assistants comme employés locaux au niveau de services généraux. J'ai postulé et il se trouve que j'étais le meilleur. Et c'est parti depuis lors, je n'ai plus jamais revenu en arrière. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de croire des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas de piston pour y entrer. Et pour y entrer, il faut se construire. Je reprends ça. Il faut se construire en commençant par savoir ce que vous êtes, ce que vous pouvez, qu'est-ce qu'eux, ils veulent et qu'est-ce que je peux leur proposer. Ensuite, informez-vous. N'y allez pas juste à l'aveuglette simplement parce que vous cherchez le travail. De nos jours, il y a les sites Internet. Quand nous autres, on a commencé, l'Internet, ce n'était pas trop, hein? On se débrouillait. Il y a des sites Internet, vous pouvez apprendre n'importe quoi sur n'importe qui et sur n'importe quand. Lisez et comprenez quels sont les processus qui sont mis en place, quelles sont les techniques, parce que tout ça, c'est décliné. Quelles sont les techniques qui seront utilisées? Comment on va faire pour vous évaluer? Tout ça, c'est là. Alors, voilà. Extrêmement important ce que Jacques vient de dire, construisez-vous, lisez, renseignez-vous, apprenez-vous. Et j'ai retenu une chose extrêmement importante, il n'y a pas de piston, il n'y a pas de piston aux Nations Unies. Dorcas, le mot de la fin? Oui, merci Amine. Écoute, je voudrais peut-être que Jacques Aymar m'a déjà boité le pas pour parler de se construire. Je veux juste mentionner un petit élément. Je pense que dans la carrière et dans la vie en général, il y a deux étapes. Hein. Je pense qu'il y a une étape d'investissement où on investit en temps, on fait des sacrifices, où on investit en argent et il y a un temps pour récolter, c'est-à-dire pour pouvoir jouir de ces investissements. Je pense que très souvent, on ne fait pas attention dans quelle étape on est. Quand Jacques Aymar parlait, quand Ricky a parlé, il y a eu des moments où on a travaillé pour rien. Mais le truc, c'est que quand vous travaillez pour rien, ce que vous devez produire ne doit pas être rien. C'est-à-dire, vous travaillez pour rien, mais vous investissez parce que vous voulez vous construire. Donc, je voudrais juste que notre jeunesse ait ça en tête. Souvent, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la jeunesse veut avoir les choses très facilement. Tout de suite, quand on sort qu'on a son diplôme, on veut tout de suite travailler, avoir un grand poste dans une organisation internationale. Je pense que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut investir. Ricky a parlé de programmes de jeunes volontaires. Il y a des programmes de stage. Moi, j'ai travaillé 4 ans dans une structure que mon oncle dirigeait. Et j'étais très jeune, mais je me suis donnée à 100% dans cette structure et ça a été le départ de ma carrière. J'étais très jeune, mais pour pas grand-chose, parce que j'étais étudiante, mais j'ai énormément appris. Donc, je veux vraiment encourager, c'est pas seulement la jeunesse, hein, même les professionnels. Il faut savoir dans quelle étape de votre carrière vous êtes. Si vous devez investir, investissez. Soyez productif, étudiez, bâtissez votre expérience et ensuite, le moment viendra où vous allez être quelqu'un qui allait attirer même les offres vers vous. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai tellement, je ne sais pas l'expérience des autres choses qu'ils en ont parlé un peu, j'ai tellement cherché du boulot dans ma vie depuis que j'étais en Angleterre sans en trouver. Je ne sais pas combien d'interviews j'ai fait. C'est d'ailleurs ce qui m'a envoyé au coaching parce que je me disais, mais c'est pas possible. On ne peut pas faire sans interview, ne pas avoir d'offres. Et j'ai tellement fait, je me suis dit, il vaut mieux bâtir mon expérience de telle sorte que je n'ai plus à chercher de cette façon. Et c'est le cas aujourd'hui, mais ça a demandé des temps d'investissement. Si vous devez étudier, faites-le. Si vous devez travailler pour pas grand-chose, faites-le. Ne soyez pas regardant sur le prestige d'abord. Il faut vraiment prendre le temps d'investir et ensuite vous pourrez récolter. Et finalement, je veux donner à tout le monde d'aller sur le site de la Banque mondiale. C'est un des meilleurs employeurs que je connaisse. www.worldbank.org. Il faut lire, il y a différents programmes, je ne peux pas tous les citer. Il y a des programmes qui sont très, très sélectifs, comme le programme de haut potentiel, mais il y a aussi des programmes d'analyse, il y a des programmes où vous êtes aussi représentant de certains États qui paient pour vous le boulot, mais il y a beaucoup de choses. Allez-y lire tous ces programmes-là, je pense qu'ils vont vous être très utiles et surtout, continuez à avoir un esprit de croissance qui veut toujours apprendre et qui veut toujours investir pour aller plus loin. Voilà, Amine, ma conclusion. Alors, merci beaucoup, Dorcas. Oui, Jacques. Oui, j'allais ajouter brièvement que pour ceux qui le veulent, sur ma page LinkedIn, je suis en contact avec beaucoup de jeunes que je coach dans le domaine de la recherche du travail. Mais je vous préviens que je ne suis pas très tendre. Donc, ceux qui n'aiment pas se ménager, ils décampent tout de suite. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez faire un tour là-bas. Merci. Alors, merci beaucoup, Jacques. Merci Dorcas, merci Rikia et puis merci aussi à mon co-animateur, donc Saminas. On a bien retenu, il y a 3 principes qui sont extrêmement importants. Formez-vous, construisez-vous,
restez ouverts et comptez sur vous. Donc, apprenez aussi à vous vendre. C'est extrêmement important. Clarifiez vos objectifs. C'est extrêmement important. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne pourrez peut-être pas dire aux recruteurs dans les organisations internationales, vous ne pouvez pas les convaincre. Donc, si vous voulez à la Banque mondiale pour de l'argent, parce que vous avez entendu banque, c'est important. Si vous voulez aller aux Nations Unies, vous avez entendu Nations Unies, donc ça doit payer, ou bien à l'Union africaine, donc vous dites ça doit payer. C'est important, gardez-le à l'esprit, clarifiez ça, mais vous savez très bien, on ne peut pas gagner de l'argent si on ne travaille pas. Et pour travailler, il faut se préparer. La préparation est extrêmement importante. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous pendant 1 heure. Je voudrais aussi vous prier de nous excuser pour les désagréments techniques que nous avons eus au début. Finalement, tout va bien. Tout va très bien. Je voudrais vraiment remercier nos 3 intervenants, Dorcas, donc, qui travaille à la Banque mondiale, et les DRH pour la région Afrique, donc pour la région Europe et Asie. Jacques Aymar, donc, qui travaille pour les Nations Unies, il est spécialiste des ressources humaines, il gère plusieurs projets là-bas. Et puis Rekia Mohamedou, qui est directrice de l'administration et des ressources humaines à la Commission de l'Union africaine, 3 brillants professionnels qui nous ont tenu compagnie, qui ont ouvertement répondu à vos questions, sans langue de bois, qui vous ont dit ce qu'il faut faire. C'est le genre en fait de professionnels africains que nous aimerions voir de plus en plus, que nous allons aussi continuer par inviter sur ce plateau. Ils sont aussi disponibles pour répondre à vos questions à travers donc notre page. Jacques gentiment suggéré, vous pouvez lui envoyer vos CV, il peut revoir ça, vous aider. Et j'imagine que les 3 autres intervenants feront aussi la même chose. Donc, Saminas, Seifou et moi-même, nous vous remercions d'avoir été avec nous jusqu'au bout pour aujourd'hui. Et nous vous disons donc à dimanche prochain, même heure, même endroit, sur un autre thème. Et je vais peut-être avoir pour vous une très grosse surprise pour la semaine prochaine avec un autre invité de marque, comme nos 3 invités pour ce soir. Merci beaucoup et à tout bientôt. Merci, Amin. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Merci. Et bonne chance. Je vais couper le live. Hein. On est maintenant, on n'est plus,